Bienvenue à tous, vous êtes dans le collimateur de l'actualité et vous pouvez nous suivre sur www.sudglobalradio.com, sur YouTube sur la chaîne de Kerwin Maïzo et enfin sur podcast sur votre plateforme de diffusion de podcasts préférée. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai 2022. Ce 7e numéro du collimateur de l'actualité a été enregistré le dimanche 1er mai dans le cadre de l'inauguration de Sud Global Radio, www.sudglobalradio.com et www.sudglobalradio.net. On prépare à cette émission les journalistes Kerwin Maïzo et Vianney Misumbi et les politologues Ibrahima Sidibé Pommier et Patrick Mbeko. Deux grands dossiers ont été abordés, l'accord entre la Grande-Bretagne et le Rwanda pour sous-traiter les demandes d'asile vers la Grande-Bretagne et l'opportunité pour la République démocratique du Congo d'adhérer à l'East African Community dans le contexte actuel. Patrick Mbeko a été le premier à prendre la parole pour décrire la doctrine rwandaise de relations internationales sous Paul Kagame. Écoutez, il y a deux choses qu'il faut voir. La première, c'est que le Rwanda, il faut situer son rôle comme étant le rôle d'un sous-traitant, d'un système occidental assez débridé. Et on l'a vu par rapport à la guerre du Congo, et puis après on l'a vu dans d'autres événements, parce qu'on parle aujourd'hui de la question des réfugiés par rapport à la Grande-Bretagne, mais il y a aussi la question des réfugiés afghans qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Il y a eu la sous-traitance des intérêts français à Cabo Delgado en Mozambique. Donc il y a toute une série d'événements, de situations dans lesquelles on voit le Rwanda apparaître et jouer ce rôle de sous-traitant. Maintenant, quelles conséquences pour la RDC? On peut présumer, puisque le Rwanda étant un petit pays et connaissant une démographie qui est quand même très importante, on peut présumer que ces réfugiés, s'il n'y a pas de suivi, pourraient se retrouver d'une certaine manière à l'est de la RDC. Il faut aussi craindre qu'il n'y ait pas une instrumentalisation de ces réfugiés-là à d'autres fins, parce que le Rwandais quand même a la réputation d'être un peu cynique à ce niveau-là. Et donc, il faut vraiment garder à l'esprit que pour le Rwanda, c'est d'abord ce positionnement comme étant sous-traitant d'intérêts étrangers. Bien entendu, ça profite à l'élite au pouvoir à Kigali, mais il faut voir aussi, en ce qui concerne la région des Grands Lacs et particulièrement le rapport avec la RDC, c'est qu'il ne faudrait pas que ces gens-là se retrouvent en RDC à d'autres fins. C'est ça qu'il faut craindre, en fait. Et on présume que cela pourrait arriver, vu ce qu'on a déjà pu observer par le passé avec le Rwanda. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que nous avons Patrick Mbeko. Patrick Mbeko est écrivain, politologue. Il a travaillé sur le conflit des Grands Lacs. Il a publié plusieurs ouvrages et c'est un connaisseur pointu de l'actualité de la région. Ibrahima Sidibé, qu'on connaît dans notre antenne, qu'on a reçu à plusieurs fois. Ibrahima Sidibé est également politologue, spécialisé dans le conflit du Sahel, mais c'est aussi quelqu'un qui est attentif par rapport à l'actualité du continent. Comment expliquer que le Rwanda accepte de jouer ce rôle? Quel peut être l'intérêt du Rwanda ou du pouvoir rwandais à accepter comme ça d'être le sous-traitant de la Grande-Bretagne? Le Rwanda se présente un peu comme ce modèle un peu de gestion libéraux économique, et donc ça fait sensation pour les pays occidentaux qui passent de plus en plus par ce pays, qui essaie aussi d'avoir une politique régionale, donc de puissance sous-régionale, d'où cette espèce de projection de son armée. Il est intéressé par les terres au Congo-Brazza, il est intéressé par ce qui se joue au Mozambique, enfin. Donc il y a aussi cette vitrine un peu du Rwanda qui est un peu comme ce qu'on disait pour la Côte d'Ivoire dans les années 70, le miracle, même s'il faut bien sûr le creuser, mais en tout cas, je pense qu'il y a ces deux dimensions qu'on ne peut pas négliger, mais on est d'accord effectivement que Kagame joue un peu sur ce côté séduisant qu'il a de bonne gouvernance, même si on sait par ailleurs que ça profite, le Rwanda pille en fait la RDC tout simplement et tout ce qui se joue dans ses marges.
Kerwin Maïzo? Bon, bien que n'ayant pas entendu Ibrahima, c'est là, donc je risque de faire doublon avec ce qu'il a dit parce que je ne sais pas exactement ce qu'il a dit. Mais pour moi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un sujet honteux. Bon, pourquoi je dis c'est un sujet honteux? Vous savez, les peuples d'Afrique ont souffert de l'horrible commerce triangulaire, où on a vendu d'êtres humains pour aller travailler dans les plantations ou en violation, mais terrible de leurs conditions d'être humain en Amérique. Et cette traite d'êtres humains, cette traite négrière a laissé des séquelles. Alors aujourd'hui, en plein 21e siècle, il y a un État africain qui participe à cette traite d'un nouveau genre qui consiste à vendre des êtres humains qu'on appelle immigrants. Bon, voilà. Quelle est leur infraction? C'est d'avoir fait ce que les Occidentaux ont fait dans le siècle passé lorsqu'ils sont allés chercher un mieux vivre ailleurs, hein, le mieux-être ailleurs. Donc, quelqu'un qui quitte son pays, il quitte son pays pas de gaieté de cœur, c'est un arrachement. On quitte son pays pourquoi? On quitte son pays parce qu'il y a la guerre. On quitte son pays parce qu'on est menacé par des dirigeants méchants et irresponsables. On quitte son pays parce qu'on est victime de catastrophes liées au réchauffement climatique. Et lorsqu'on regarde ces trois aspects, d'abord, ou suite à la crise économique aiguë, bon, si on regarde tous ces aspects, lorsqu'on fuit les guerres, les fabricants des guerres, ce sont les pays membres, les fabricants des armes, ce sont les pays membres du Conseil de sécurité. Lorsqu'on regarde la crise économique, mais ceux qui ont mis en place un système mondial, surtout un système de commerce international ou un système d'échange très injuste ou un commerce international très injuste, c'est encore les Occidentaux. Lorsqu'on regarde les changements climatiques, les plus gros pollueurs, on trouve quand même des États développés du Nord parmi les plus gros pollueurs, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas avoir été à la base d'une situation et reprocher les gens de se protéger de fuir cette situation-là. Donc, lorsqu'on arrive en Grande-Bretagne, c'est l'État britannique d'établir qui est un immigrant illégal ou pas. Parce que lorsque vous arrivez, vous fouillez l'insécurité, vous n'avez pas à aller demander un visa ni à attendre qu'une ambassade puisse vous répondre. Donc vous arrivez comme vous arrivez, l'administration britannique doit vous entendre et déterminer votre cas. Est-ce que vous avez vocation à l'exil ou pas? On ne peut pas comme ça, quelqu'un qui arrive, vous décréter, voilà, il est arrivé illégalement, on va les vendre au Rwanda pour 140 millions de dollars, voilà, on va tous les vendre au Rwanda. Donc ça, c'est une espèce de traite d'êtres humains. Lorsque ces gens arrivent au Rwanda, le Rwanda a toujours clamé haut et fort qu'il a des problèmes d'exécuté. Hein, il a un petit territoire de 26 338 km² pour 12 millions d'habitants, donc c'est un pays exigu, donc ils ont besoin des territoires en République démocratique du Congo, d'espace vital. Une des raisons qu'ils ont évoquées pour envahir, avec l'aide des États-Unis, la République démocratique du Congo, c'est celle-là. Donc on ne peut pas aujourd'hui prétendre que on a un petit territoire, on y vit à l'étroit et commencer à récupérer tous les réfugiés vendus à gauche et à droite. Les Rwandais récupèrent les réfugiés refusés par Israël, moyennant argent, moyennant armes. Le Rwanda récupère les réfugiés que la Libye ne veut pas, disons, l'Union européenne ne veut pas, qu'ils ont endigués en Libye. Le Rwanda récupère les réfugiés que le Danemark ne veut pas. Et aujourd'hui, le Rwanda récupère les réfugiés que la Grande-Bretagne ne veut pas. Ça fait quand même 4 pays et ça fait trop. Et lorsqu'on ajoute l'aspect mercantile, on est en train de vendre des êtres humains et qu'il y a un État mercenaire africain irresponsable, sans honte, qui participe à ce genre de commerce, c'est honteux. La deuxième des choses, c'est que la République démocratique du Congo, qui a un grand territoire, officiellement, bien qu'on a grappillé plusieurs milliers de kilomètres, officiellement de 2 345 409 km², avec une population de 115 millions d'habitants, bon, la densité est quand même assez faible. On a fait entrer ce pays de manière irresponsable dans la communauté économique de l'Afrique de l'Est, avec la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens et la libre circulation des services. Donc, toutes ces personnes que le Rwanda va récupérer. Kerwin, si tu permets, on va prendre
On va prendre l'aspect adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est dans un deuxième temps. Mais je voudrais qu'on reste d'abord sur ce deal entre la Grande-Bretagne et le Rwanda. Et on fait un tour de table là-dessus. Je voudrais là-dessus avoir le sentiment de Vianney. Oui, je sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Je dirais tout de suite dans le sens d'Ibrahima tout à l'heure pour dire que je vais juste paraphraser Ibrahima et parler ici de ce qu'a dit il y a encore quelques jours l'ONG de défense des droits humains Amnesty International, qui a dit tout simplement que c'est une idée mal conçue qui fera souffrir tout en gaspillant d'énormes sommes d'argent public. Il faut savoir, et ça Kevin a déjà amorcé dans ce sens, il faut savoir que pour ce deal, le montant qu'on évoque est de 120 millions de dollars. 120 millions de dollars que le Rwanda pourrait recevoir dans le cadre de ce deal entre la Grande-Bretagne et le Rwanda. Et 120 millions de pounds, 150 millions de dollars. oui, 120 millions de livres, voilà, de 100 millions de livres, ça fait 144 millions rapidement, là je crois que c'est 144 millions d'euros que le Rwanda va pouvoir percevoir. Je ne sais pas si ça se fera chaque année ou chaque mois, mais du moins on sait que c'est une histoire de gros sous. Et c'est malheureux. Et c'est là où je vais dans le même sens que Kevin. C'est malheureux que on n'arrive pas à comprendre que c'est nos frères, c'est nos sœurs et frères qui seront vendus à un autre pays africain. Et ça, là, je pense que il serait temps d'en parler, mais surtout de saisir. Je crois qu'il y a une cour qui s'occupe de ce genre de cas, de saisir les instances au niveau international, afin que ça ne soit pas ce deal ou ce contrat ne soit pas appliqué. C'est malheureux, mais je ne sais pas trop. Là, en ce moment, lorsque je l'ai entendu, je me suis posé des questions. Comment ça va finir? On peut beau parler du Congo, mais ce n'est pas seulement une affaire du Congo. Okay? C'est des êtres humains. Il y a un côté humain qu'on est en train d'oublier dans cette histoire. C'est des êtres humains qui ont un jour quitté leur pays, peut-être à la recherche d'une vie meilleure, et vont se retrouver carrément, et je suis d'accord avec le terme vendu, vont se retrouver en train d'être vendus à un autre pays africain pour 120 millions de pièces, pour 120 millions d'euros. C'est très malheureux. Il faut ajouter qu'il n'y aura pas que les Africains refoulés, mais il y aura, en fait, la Grande-Bretagne va sous-traiter tout ce qui est demande d'asile de tous ceux qui viennent de partout dans le monde, donc y compris de l'Asie ou... Excuse-moi, Magloire. Oui. C'est quoi sous-traiter? C'est quoi sous-traiter? Là, c'est quoi sous-traiter si ce n'est pas vendre des êtres humains? C'est quoi la sous-traitance? J'essaie de trouver un terme moins violent, mais voilà. Oh, mais dans ce cas-là, puisqu'on parle des êtres humains, je pense qu'il faut utiliser le bon terme. Ok? C'est la même chose. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Kevin. Ok? Autant que Ibrahima a dit que c'était un mauvais deal, et Kevin qui dit que voilà, on va nous vendre, c'est un peu revenir au temps de l'esclavage, mais c'est pareil, c'est une autre façon de contourner l'histoire. C'est tout. En fait, il y a un dirigeant qui s'entend avec une certaine puissance et qui va avoir de l'argent et demander un transfert de population, y compris ceux qui viendraient d'Asie, du Sud-Est ou des Pacifiques. Et avec oui, Ghana avait refusé le deal à l'époque. Oui, mais le Rwanda, lui, en tout cas, il va chercher l'argent où il se trouve apparemment. Et il est prêt à prendre tout ce qu'on lui offre. Hélas. Ouais. Le Rwanda aussi peut vendre de la drogue, ça pose aucun problème. Et les Rwandais peuvent par exemple vendre des filles rwandaises, elles aillent se prostituer à travers le monde, ça ne fait aucun problème. Un État africain ne participe pas à ce genre de commerce honteux. C'est ainsi que moi je suis d'accord pour qu'on appelle chacha. C'est un commerce d'êtres humains. C'est aussi simple, difficile à dire, mais simple, facile à comprendre. C'est un commerce d'êtres humains qui mérite d'être dénoncé haut et fort
avec les vocabulaires qui sied. Oui, non, on t'entend pas. On t'entend pas. Attends, attends, Patrick, attends un peu, Patrick Patrick. Il faut que tu sois sur l'autre ligne. Non, est dans le mauvais sens. là, Je là, l'entends en ce moment. là, on ne t'entend pas. Attends, attends. Si tu peux couper et puis tu vas être sur l'autre ligne. Si tu permets. Un petit moment, ça va prendre quelques secondes. On va, on va te prendre sur l'autre ligne. Non, on peut pas t'entendre là. On peut pas t'entendre. Tu es sur la mauvaise ligne. Donc, si tu peux te déconnecter là, et puis on va te prendre sur l'autre ligne. Oui. Oui, là, on peut t'entendre. Oui. Ah, parfait. Parce que j'entendais, mais j'avais l'impression à un moment que je n'entendais plus. Mhm. Ben, je voulais dire par rapport à la question qui a été posée, que vous avez posée, Magloire, sur pourquoi ça. Il faut quand même, il est essentiel de connaître l'itinéraire des gens qui sont au pouvoir au Rwanda aujourd'hui. Je pense que si on ne garde pas, on ne comprend pas leur itinéraire, il va être difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont cette posture-là par rapport aux intérêts étrangers. Euh, Je rappelle les propos de Howard French, qui avait couvert la guerre dans les Grands Lacs et qui est un des connaisseurs de la région. C'est un journaliste professeur aux États-Unis, c'est un Américain. Howard French pose la question. Il dit pourquoi est-ce que le Rwanda et l'Ouganda sont importants pour l'armée américaine? Parce qu'ils peuvent faire des choses pour nous sans que nous ayons à le faire nous-mêmes. Lorsqu'on peut mourir sur le champ de bataille pour nos intérêts, il devient donc important pour les États-Unis d'agir par procuration. Donc, pour ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'imaginaire même euh, des gens qui sont au pouvoir en Italie, euh, travailler en fait, ils sont fiers de travailler pour l'Occident. C'est leur droit. Ce qui est inquiétant, c'est quand on pousse le bouchon beaucoup plus loin en sous-traitant des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui sont même contestées en Occident. Cette question des réfugiés a beaucoup été contestée par les organisations internationales, y compris les Nations Unies elles-mêmes. Donc, on a un problème. Maintenant, Kerwin a parlé à un moment, il a dit, oui, mais c'est honteux. Mais vous savez, quand la guerre a commencé, à un moment, c'était la guerre des Grenades, un ancien ministre français a posé la question à Kagame, il dit, mais ce que vous faites là est terrible. Là, ce ne sont plus les Blancs qui font ça. Kagame avait retorqué en disant que ben, les Blancs ont fait leur temps en Afrique, les Belges, surtout au Congo, leur étaient venus pour des Africains d'exploiter d'autres Africains. Et donc, les gens qui sont au pouvoir à Kigali sont dans cet état d'esprit. Et donc, il devient tout à fait normal ou tout à fait compréhensible de constater ce qu'ils font. Ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est qu'on va envoyer des réfugiés, entre guillemets, de toutes sortes, venant de n'importe quel pays. Il y a aussi des mouvements intégristes qui utilisent la filière euh, réfugiés, entre guillemets, pour arriver dans des pays, pour mener des opérations quelconques. Donc, il faut faire très attention, surtout quand on connaît la nature hautement instable de notre région, et particulièrement de l'Est congolais, une instabilité qui est instrumentalisée par le Rwanda. Mais pour comprendre, en tout cas, je veux m'arrêter là, c'est que euh, on peut s'offusquer de ce qui se passe, c'est très très malheureux qu'un pays africain se comporte de la sorte, mais il faut comprendre l'itinéraire des gens qui sont au pouvoir à Kigali, qui étaient dans l'armée ougandaise. Donc, moi, je pense que d'abord, quant à savoir si cet accord va fonctionner, j'en sais rien. Il y a beaucoup trop de critiques et je pense qu'à un moment donné, la Grande-Bretagne, Londres va finir peut-être par reculer, on ne le sait pas. Mais en fait, moi, je pense que euh, parce qu'on avance beaucoup l'aspect humanitaire, on dit qu'il y a eu tout ce qui s'est passé par rapport au Rwanda, tout ce qu'on veut, l'histoire du génocide est utilisée. Moi, je pense qu'on est dans l'instrumentalisation de la chose. Pour une raison très simple, c'est que le Rwanda n'est déjà pas capable de gérer ses propres problèmes internes, surtout en tout ce qui a trait à la gestion de sa population. C'est quand même le pays qui a l'une des densités de population les plus importantes au monde, là, le Rwanda. Et il faut rappeler que Kigali n'est pas le Rwanda. Parce que souvent, quand on parle du Rwanda, les gens confondent souvent Kigali avec le reste du Rwanda.
si vous discutez avec les économistes rwandais les plus rigoureux, les plus sérieux, ils vont vous dire que c'est de n'importe quoi. Moi, j'avais déjà, dès 2014, dans notre livre Stratégie du chaos, relevé le fait que le Rwanda falsifie les chiffres. Bon, on a tout ça. Avec tous ces problèmes-là, on peut se poser la question de savoir comment un pays qui n'est pas capable de régler déjà les problèmes de sa propre population à l'interne va gérer le problème des réfugiés ou des futurs réfugiés qui vont venir des pays qui vont arriver à Londres. On ne connaît pas, je ne sais pas combien de réfugiés arrivent en Grande-Bretagne par année, mais ça doit quand même être assez important pour un pays comme le Rwanda, vu déjà hein, sa superficie et puis la densité de population. Maintenant, est-ce qu'il y a des vérités derrière? Ça, nous sommes vraiment dans... Et je partage en partie l'analyse d'Ibrahima pour dire qu'il est trop tôt pour spéculer. Ça, je suis totalement d'accord avec lui. Mais on peut quand même se poser des questions, là, à se demander, mais comment est-ce qu'on va gérer ça quand on a déjà ses propres problèmes? C'est comme quelqu'un qui dit, mais écoutez, moi je veux aider à combattre la faim dans le monde alors qu'il y a la faim chez lui-même. Je pense qu'il y aura, c'est un peu contradictoire, il y a tout un paradoxe qu'il faudra regarder. Et quand on parle de faire attention avec l'instrumentalisation de la question, c'est à juste titre parce que le Rwanda l'a déjà fait plus d'une fois. Et la question qu'on peut se poser aussi aujourd'hui, c'est celle de savoir déjà où sont passés les fameux réfugiés afghans qui devraient arriver au Rwanda, où sont passés les Noirs qui devaient partir de la Libye, tout ça on n'en sait rien. Donc ça vous donne un peu d'idée. On est dans le flou, c'est vraiment le flou artistique. C'est vrai qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. On peut quand même se poser des questions au regard des enjeux que j'ai relevés. À cette étape, moi, j'ai deux questions à vous poser. Comment expliquer que ce même accord qui est signé actuellement avec la Grande-Bretagne semble susciter autant de bruit, autant de contestations, alors qu'il y a déjà des accords préalables du même type qui sont actuellement appliqués? Comment expliquer que cette fois-ci, on a l'impression que les gens se réveillent et se disent il y a quelque chose de pas très catholique qui se passe du côté du Rwanda? Qui veut la parole la prend. Je pense que c'est lié, si vous permettez, je pense que c'est aussi lié à la médiatisation de la chose. Hein. Vous savez, les médias ont la capacité excusez-moi l'utilisation de l'expression, mais invisibiliser les situations. Donc, ils peuvent invisibiliser des situations terribles et rendre visibles des situations qui ne sont pas nécessairement terribles. Bon, dans le cas du Rwanda, je pense que l'information a beaucoup circulé si on compare à ce qui s'est passé par rapport à la situation danoise. On en a beaucoup parlé. Et surtout, la nature de la chose choque parce que il y a aussi des enjeux de politique interne relatifs à la Grande-Bretagne. Boris Johnson est quand même attaqué de partout par rapport à certains enjeux. C'est sûr que ses opposants vont en profiter. C'est sûr qu'en Europe, il y a des gens qui ne l'apprécient pas trop qui vont en profiter. Mais encore une fois, et vous avez raison de le relever, Magloire, c'est qu'on se surprend à s'étonner d'une situation qui existe déjà. Ça aussi, ça montre à quel point les médias sont quand même des forces importantes qui sont capables de remettre au devant de l'actualité des phénomènes ou des situations que l'on ignore souvent et qui ont souvent cours devant nous sans s'en rendre nécessairement compte. Vianney Misumbi, tu voulais prendre la parole? Non, parce que Patrick parlait le nombre des migrants qu'accueille la Grande-Bretagne. C'est à peu près 680 000 à 700 000 migrants par année. 680 000 à 700 000, et combien sont refoulés? Jusque je n'ai pas des chiffres de ceux qui sont refoulés, mais on a plutôt le nombre de personnes qu'on accueille en Grande-Bretagne pour l'instant. Comme réfugiés? Oui, comme réfugiés, oui. Oh là là, ma chose. 180 en 2000, on est en 2022, en 2016, ils étaient dans 400 et quelques. 400 000. Voilà, donc une raison de plus de se poser des questions vraiment sur c'est encore c'est ça. Oui, Ibrahima. Et je précise qu'en plus, dans l'accord, hein, c'est les gens qui sont en demande d'asile. Oui. En plus, dans l'accord, moi j'ai essayé de lire un peu, c'est les ressortissants des pays voisins ne sont pas concernés. Donc les gens de RDC, du Burundi et des pays voisins. Donc c'est tout ça qui crée aussi cette espèce de curiosité où on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on va amener des Afghans ou des Iraniens au cœur du Rwanda, au cœur de l'Afrique? Et puis surtout, comment on va intégrer ces gens-là, puisque dans le dispositif encore, il y a des mesures en disant on va leur trouver du boulot, on va les former. Donc c'est tout ça qui crée un peu le buzz
ce qui fait que beaucoup de gens se posent des questions. Et puis quand on sait aussi la géopolitique sous-régionale qui est toujours très complexe avec le mouvement là, qui reprend de Paul de la Belle, donc c'est tout ça qui ne rend pas la chose facile. Et en fait, il faut aussi ajouter au moins deux choses, c'est que le Rwanda a des populations qui sont dans les pays limitrophes et à qui il refuse de retourner au Rwanda pour des raisons de, 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 de Oui, surpopulation. Et puis en même temps, il veut avoir des personnes qui viendraient d'ailleurs. Et en plus, il faut expliquer un peu l'accord. En fait, lorsque vous demandez l'asile en Grande-Bretagne, ce qui est prévu, c'est que pendant qu'on examine votre dossier, on vous amène d'abord au Rwanda. De sorte que si c'est accepté, vous pourriez éventuellement repartir vers la Grande-Bretagne, mais si c'est refusé, vous restez au Rwanda. Et c'est quand même, c'est ça. ça reste quand même assez curieux. Et ça va à Thierry, l'encontre même des C'est pour conventions ça. internationales sur les réfugiés, là. Exactement, c'est ce que j'allais et, dire. et, C'est Ouais. on, complètement à l'encontre des conventions de Genève sur le droit d'asile. et on sait en général ce que les grandes puissances font des conventions internationales. Kevin Maïzo? Ouais, mais il faut déjà ajouter qu'on ne peut pas dire que vous irez au Rwanda, délocaliser au Rwanda pour qu'on traite votre dossier, en ajoutant qu'on vous donnera du travail et une formation. Quelqu'un qui est en attente de l'examen de son dossier, on ne lui donne pas une formation et un travail. Bon, en Grande-Bretagne, c'est dans des conditions particulières que ça se fait. Donc, lorsqu'on vous donnera un logement, de la formation et du travail, cela veut dire que c'est une situation pérenne. Vous allez rester quand même assez longtemps au Rwanda. Et maintenant, les Rwandais n'ont même pas de logement. On a vu un documentaire dans une des télévisions françaises ici, M6, où des enfants de rue à Kigali dorment dans des égouts. Ils sont cachés dans des égouts, hein, pour ne pas être vus, parce que là-bas, on cache la pauvreté. Et les délinquants sont envoyés dans une île à côté, dans le lac Kivu, où ils sont maltraités, mais comme pas possible. Alors je me demande, ces maisons, ces logements, on va les faire où et comment? C'est ainsi qu'il y a motif à soupçon. En se disant, soit ils les déversent en République démocratique du Congo pour aller travailler dans les mines ou dans les mouvements armés que le Rwanda fomente en République démocratique du Congo, ou à la lumière des accords que nous parlerons, hein, c'est-à-dire les accords de l'adhésion de la RDC à l'EAC, bon, ils vont se dire libre circulation des personnes, ils arrivent au Rwanda et débrouillez-vous, et ils vont s'éparpiller dans toute la région. Le seul ennui, c'est que les Africains, bon, d'accord, ça peut passer. Mais lorsqu'on va nous ramener des personnes culturellement, mais très différentes, par exemple, les Afghans, les Irakiens, ou je sais pas moi, ceux qui viennent de la péninsule indo-pakistanaise, bon, il risque d'y avoir des équilibres au niveau des religions sur place dans cette région qui devient de plus en plus instable. Et au-delà de la guerre des prédations économiques, de la guerre raciale, on est vraiment une guerre des religions parce que les nouveaux venus, ils ont parlé généralement des musulmans. Hein, les nouveaux venus auront maille à partir avec ceux qui sont là, les autochtones qui sont généralement des chrétiens. Et puis ce qui me choque dans cette affaire, c'est que on comprend que les Ukrainiens puissent fuir leur pays. Là, on ne leur pose pas la question pourquoi n'avez-vous pas demandé des visas? On les accueille et on sort beaucoup d'argent pour les mettre à l'aise, au point qu'ici en France, on a reçu quand même un courrier. Si vous hébergez un Ukrainien, on peut vous faire un rabais sur le loyer. Hein? L'État, l'État, la ville de Paris, bon, disons, la régie qui gère les logements où j'habite, ben, on va baisser le loyer. Bon, ça c'est. Disons, il y aura un don, voilà, il y aura un rabais. Ce qui n'est pas normal. Pourquoi ce double standard? Les Ukrainiens, on peut les accueillir, tandis que les autres venus d'ailleurs d'un peu plus loin, on ne peut pas les accueillir. Alors là, on voit maintenant le vrai visage de Paul Kagame. Ce n'est pas les dirigeants visionnaires que certains de nos compatriotes, surtout la société civile en Afrique de l'Ouest, adorent. Mais là, on voit vraiment que quelqu'un qui rappelle à ceux qui sont au Sénégal l'île de Gorée. Un Sénégalais ne quitte pas son pays pour aller en Europe et se retrouver au Rwanda. Tout comme un Ivoirien, tout comme un Guinéen ou un Béninois. Encore moins un Camerounais, un Éthiopien, un Érythréen ou un Soudanais.
Donc, c'est quelque chose de très vicieux. La Grande-Bretagne a montré son vrai visage avec son complice, le Rwanda. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes sur Sud Global Radio à l'adresse www.sudglobalradio.com. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux et en podcast sur toutes les plateformes de diffusion auxquelles vous êtes abonnés. Aujourd'hui, pour parler de l'actualité de la semaine, j'ai avec moi Ibrahima Sidibé, politologue, spécialiste des conflits du Sahel. J'ai avec moi Kerwin Maïzo, journaliste et analyste politique. J'ai avec moi aussi Patrick Mbeko, politologue, auteur, spécialiste des questions du Grand Lac. Et Vianney Misumbi, journaliste, grand homme des médias qui nous fait l'honneur de participer et de conduire ce projet appelé Sud Global Radio, la web radio des communautés culturelles depuis Québec. Deuxième sujet de cette émission, nous sommes dans le collimateur de l'actualité. Nous allons à présent parler de l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'East African Community, la communauté des États de l'Est, de l'Afrique de l'Est. La question, c'est est-ce que ce Congo actuel, déchiré, où l'État n'est pas capable d'assumer son autorité sur tous les territoires de la République, est-ce que le Congo, dans sa configuration actuelle, a à gagner à intégrer cette communauté des États de l'Afrique de l'Est? Cette adhésion suppose un marché commun, une libre circulation des biens et des marchandises. Qu'est-ce que le Congo a à y gagner? On va commencer avec toi, Vianney Misumbi. Vianney Misumbi? Non. On va passer son tour. Kerwin Maïzo? Ben, le Congo n'a rien à gagner, surtout lorsqu'on sait dans quelles conditions le Congo s'est retrouvé dans cette organisation. Il faut signaler que lorsque Félix Tshisekedi s'est retrouvé par nomination électorale président de la République démocratique du Congo, parce qu'il n'a pas été élu, il a été troisième après Martin Fayoulou et Shadari Ramazani. Donc, lorsqu'il s'est retrouvé président par nomination électorale, la première des choses que c'est lui qui était à la manœuvre derrière les rideaux pour que Félix Tshisekedi se retrouve président, c'est M. Paul Kagame. Donc la première des choses qu'il a fait, c'était de lui conseiller vivement de s'adhérer à la zone économique des pays de l'Afrique de l'Est. C'est que Félix Tshisekedi a fait allègrement. Sauf que quand on rejoint un tel ensemble, il faut avoir des dispositions pour ne pas se faire avaler par les autres. Or là, on a des États qui fonctionnent avec des administrations publiques dignes de ce nom, des États qui ont des infrastructures, de l'autre côté, un ventre mou qui est juste une réserve de matières premières et un territoire à piller ou un déversoir de toutes les populations que les pays de la région des Grands Lacs, surtout, ne veulent pas. Donc, le Congo est devenu un déversoir. Je n'irai pas jusqu'à dire des poteaux-à rein pour ne pas considérer les êtres humains comme de... Voilà. Je dirais plutôt un déversoir. Bon, voilà. Donc, on fait adhérer le Congo dans cette zone et le Congo n'a rien à gagner. Alors, avant cela, on a vu un mouvement au niveau de tous les pays de l'Afrique de l'Est, un mouvement où on parlait du Congo. La présidente tanzanienne l'a dit au Parlement tanzanien qu'il faut mettre tout en œuvre pour que la Tanzanie puisse avoir sa part. L'Ouganda a déjà négocié plusieurs choses, notamment la construction des routes à l'Est. Et quand, à l'Est de la République démocratique du Congo, et lorsque l'Ouganda construit ces routes, ce n'est pas pour les beaux yeux des Congolais, ce sont des routes qui vont favoriser l'évacuation de matières premières. Le Rwanda a négocié une plateforme aéroportière, c'est-à-dire l'aéroport de Goma, la construction d'une cité moderne. Bon, on a entendu dernièrement que le Congo n'avait pas encore répondu. Bon, ça, c'est de la communication politique. Le Rwanda va raffiner l'or, va raffiner les coltans. Et le parc de Virunga, lorsqu'on dit visite Rwanda, ben, en réalité, on va visiter le parc de Virunga. J'ai même oublié de citer pour l'Ouganda maintenant. Pour l'Ouganda,
j'ai oublié de citer l'exploitation du pétrole du lac Albert. 75% du lac se trouve au Congo, mais 75% de la production pétrolière est attribuée en Ouganda. Cherchez l'erreur. Après, vous allez descendre encore un peu plus bas avec les Kenya qui a toujours joué un très mauvais rôle dans les affaires congolaises, notamment le président Uhuru Kenyatta est l'inventeur ou les parrains de cette structure politique qu'on appelle Cap pour le changement au Congo, CACH, dont fait partie le président Félix Tshisekedi. Et le président Uhuru Kenyatta aussi est en train de lorgner sur des contrats commerciaux jutés en République démocratique du Congo au point de se moquer du peuple congolais lorsqu'il conseillait aux Congolais de s'entendre avec les M23 tout en sachant que les M23 c'est l'armée, c'est des Rwandais. Alors pour les Rwandais, il n'a rien dit. Tout ce qu'il s'est contenté de dire, c'est les Congolais, réconciliez-vous entre vous. Entre nous, entre Congolais, mais comment? Avec les Rwandais? Parce que les M23, c'est un mouvement rwandais. Donc, vous voyez que dans cette affaire, le Congo n'a rien à gagner. On a arrimé un grand territoire sans d'administration politique, avec beaucoup de richesses et beaucoup d'espace, à une zone économique qui se trouve être un marché commun et une zone de libre-échange économique. Tous les pays qui fonctionnent vont se servir du ventre mou pour en user à leur guise. Le Congo n'a absolument rien à gagner. Bien au contraire, tous ces pays ont maintenant accès à l'Atlantique. Et il ne connaît pas si bien dire le président Uhuru Kenyatta lorsqu'il a dit que l'objectif est que cette zone puisse aller de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Or, si vous êtes dans l'océan Atlantique, vous n'êtes plus à l'est, vous êtes complètement à l'ouest. Et il était vraiment à l'ouest lorsqu'il disait cela. Ibrahima, on a souvent l'habitude de dire entre panafricains que c'est le panafricanisme qui nous sauvera. Et là, normalement, le panafricanisme devrait se construire par zone et en intégration progressive. Mais il se fait que lorsque vous avez des situations comme celle qu'il y a entre le Rwanda, l'Ouganda et la RD Congo, cette intégration devient un épouvantail et finit quelque part par décrédibiliser même l'idée de faire une union dans le continent, une union qui pourrait regrouper tous les pays du continent. Comment est-ce qu'on va construire une unité du continent si là où on essaye de faire des expériences concrètes, ça se passe au détriment de certains pays? Oui, c'est sûr que ça pose cette adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est. C'est vrai que ça pose le problème des grands États africains. On est d'accord, je suis d'accord avec mon collègue que ces grands États africains sont tiraillés souvent et manquent de centre. Donc, c'est les grands États malades du continent qui ont du mal justement à avoir une homogénéisation dans le contrôle de l'espace. C'est sûr que deviennent problématiques. Le Mali est dans les mêmes configurations quoi, entre le nord qui touche presque à l'Algérie et puis le sud qui. Donc, c'est ce qui fait que des fois, il faut d'abord voir les problèmes en termes de gouvernance. C'est sûr que Kinshasa est loin de l'Afrique orientale, ça c'est évident, mais la géographie aussi de l'Est de la RDC, les dynamiques économiques sont quand même intégrées dans l'Afrique orientale. Que ce soit Bukavu, Kivu et tout ça. Mais c'est aux Congolais peut-être de réarticuler les choses et de reprendre le contrôle de leur État. Mais ça, c'est une autre problématique. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que les ingérences incessantes du Rwanda et de l'Ouganda complexifient la guerre qu'il y a dans cette zone parce qu'il y a des enjeux miniers, des ressources stratégiques sur fond de massacres et de crimes épouvantables. Alors, est-ce que l'adhésion dans ces conditions, c'est sûr que oui, on cherche quel est l'intérêt national de la RDC là-dedans. C'est vrai que, mais par contre, on peut toujours dire aussi que si les dirigeants congolais arrivent à définir qu'est-ce qui est leur intérêt, à essayer de résoudre justement ces problématiques de guerre, c'est la plus grande guerre mondiale presque sous-régionale depuis une quinzaine d'années. Il semblerait qu'il y avait eu à la marge du sommet, ils ont discuté entre eux sur les accords de paix, des possibilités de paix. Mais moi, je pense que ça peut
être, il y a quelque chose de positif qui peut en sortir, mais à condition que c'est ça, et que la RDC puisse dire ces quatre vérités à Kagame et à Museveni pour que cessent ces conflits-là qui n'arrangent personne dans cette sous-région, où effectivement la plus grosse victime est la RDC, ça c'est évident. Mais voilà, je reste quand même sur le fait que les provinces de l'Est de la RDC, leur économie, leur société sont quand même beaucoup plus tournées vers l'Afrique orientale qu'effectivement quand on est à Kikwit ou à Kinshasa. Et puis, c'est un grand pays continent déjà, la RDC. Vianney Missoumbi? Non, apparemment Vianney ne nous entend pas. Patrick Mbeko. Écoutez, d'abord, à la question de savoir si la RDC en profite, la réponse est non. Pierre-Yves a relevé plusieurs points à ce sujet. Quand vous regardez la carte de la RDC, vous vous rendez compte qu'en fait, l'intégration de la RDC à la communauté des États d'Afrique de l'Est, en fait, c'est une façon en fait, de dire l'intégration de l'Est congolais. C'est aussi simple que ça, parce que dès que vous arrivez au centre de la RDC, vous n'êtes plus à l'Est. Dès que vous quittez en fait l'Est congolais, vous n'êtes plus à l'Est africain. C'est ça aussi la réalité. Et donc, la RDC, pour le moment, va être perdante. Et il faut surtout, vous savez, parce que vous avez parlé du panafricanisme. Moi, je fais partie de ceux qui ne croient pas à ce projet, du moins pour l'instant. Je trouve que c'est un bon projet, mais aujourd'hui, le panafricanisme, pour moi, est devenu en fait un slogan, un mobilisateur et en même temps qui ne veut rien dire de tout, dans la mesure où nous n'avons pas la même perception, nous n'avons pas la même vision des choses. Les pères des indépendances africaines, ceux qui avaient une vision panafricaniste, c'était par rapport à un contexte international. Et ils avaient compris qu'il fallait que les pays du continent se mettent ensemble pour constituer une force dans un environnement qui était caractérisé par qui était caractérisé par le déséquilibre du côté africain, qui devrait, en tout cas les pays africains devraient se retrouver soit d'un côté, soit d'un autre. Alors le panafricanisme venait un peu comme une solution, pas de rechange, mais une solution secours pour permettre à l'Afrique d'affirmer sa voix. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des visions totalement différentes. Comment pouvez-vous construire ensemble quand il y a des gens qui ont une vision prédatrice de ce que devraient être les relations entre États? Parce que c'est la réalité des relations entre le Rwanda et la RDC, la RDC et l'Ouganda. C'est ça aussi la réalité de ces relations-là. C'est une relation qui est construite en fait sur la prédation. Et les autres pays, les pays d'Afrique de l'Est veulent en profiter parce que la présidente, comment elle s'appelle, madame, la présidente de la Tanzanie l'a clairement dit. Et pour eux, c'est une affaire de marché. La RDC est un grand marché. Les ressources congolaises intéressent tout le monde. D'ailleurs, ça sort par l'Est et je suis totalement d'accord avec Ibrahima. Les ressources de l'Est, le marché de l'Est congolais est tourné vers l'Afrique de l'Est justement parce qu'à Kinshasa, on l'a voulu. Et ça aussi, c'est très important de le relever parce que pendant longtemps, Kinshasa avait délaissé l'Est aux mains du Rwanda dans une sorte de deal qui ne dit pas son nom. C'est ça aussi la réalité. Mais l'Est congolais, même si les affaires sont tournées vers l'Est, les cœurs ne sont pas tournés nécessairement vers l'Est parce qu'il y a une très grande méfiance des populations qui voient à l'égard du Rwanda et dans une certaine mesure à l'égard de l'Ouganda. Donc nous sommes dans une configuration qui ne fait pas l'affaire de la RDC, du moins à court et à moyen terme, simplement parce qu'il n'y a pas de vision du côté congolais et du côté de l'Est africain, il y a une vision prédatrice de ce que devraient être les relations entre la RDC et ces pays de l'Est-là. Et c'est ça qui est inquiétant. Et moi je crois que si Félix Tshisekedi quittait le pouvoir aujourd'hui, ceux qui vont venir après risqueraient peut-être même, je crois, de remettre en question en fait, cette intégration. Nous sommes membres de la SADC, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes membres de la communauté des États d'Afrique centrale. Il ne faut pas oublier. Et là, nous sommes maintenant membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ça peut se comprendre au regard de la superficie de la RDC. Mais je crois que ces politiques d'intégration ne pourront être saines que quand elles se font de la bonne manière, sans arrière-pensée. Or là, ça se fait de la très mauvaise manière parce que c'est une décision qui a été prise par Félix Tshisekedi après avoir discuté avec Kagame, sans nécessairement consulter le Parlement qui est devenu une sorte de caisse de résonance en fait, avec son union sacrée qui est là
qui ne fait absolument plus rien puisque le pouvoir est concentré au niveau de la présidence. Donc on est dans une configuration problématique déjà parce que l'intégration s'est faite dans des très très mauvaises conditions et le rapport entre ces pays sont des rapports qui sont motivés par des velléités assez étranges qui ne disent pas leur nom. Et donc, je pense que non seulement la RDC ne gagne pas, mais il faut craindre, je ne sais pas s'il faut prendre le craindre, mais il ne faudrait pas être surpris si demain, cette intégration a été revue par ceux qui vont remplacer, celui qui va remplacer Félix Tshisekedi. Parce qu'à Kinshasa, et même en tout cas dans tout le pays, il faut quand même dire que ça ne plaît pas beaucoup. Ça ne plaît pas beaucoup parce que les gens se disent que ça s'est fait dans les mauvaises conditions. On arrive à la fin de cette émission. Messieurs, on va faire un petit tour de table. Je veux vous demander, dans l'actualité qui s'est déroulée cette semaine, est-ce que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a plu? Vous pourriez en parler. Ou si alors vous avez quelque chose qui vous a particulièrement énervé, on serait heureux de partager vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va peut-être commencer avec Kerwin Maïzo. Je vais prendre quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui vaut son pesant d'or. Les autorités maliennes ont décidé la suspension des signaux de RFI et France 24. Ils ont fait ce que la France a fait avec Russia Today, parce que jusqu'à preuve du contraire, Russia Today n'a jamais été condamné par les CSA pour avoir violé la loi ni les règles journalistiques. En tout cas, il n'y a aucune plainte, ou s'il y en a, il n'y a aucune plainte qui ait abouti ici en France où on reproche quoi que ce soit juridiquement à Russia Today, mais Sputnik. On les a suspendus pour la simple raison que la Russie aurait envahi l'Ukraine. Mais la Russie n'est pas en guerre contre la France déjà. Donc on suspend ces deux radios. Lorsqu'on fait la même chose pour RFI, je ne suis pas en train de faire du dynamisme vers les bas, mais je suis juste en train de déplorer un double standard. On aurait, parce que si les choses ne dépendaient que de moi, j'aurais préféré qu'on laisse Russia Today ici en France et RFI au Mali. Bon, maintenant on constate qu'en France, Russia Today et Sputnik out. Donc ce n'est pas normal que lorsque ça s'est fait au Mali, que l'ONU puisse émettre un communiqué. Et les autorités françaises puissent pleurer tous les larmes de leur corps. Et RFI doit revenir. Il faut que les autorités maliennes reconsidèrent leur situation. Ils vont utiliser tous les moyens technologiques pour rendre les sites Internet à nouveau opérationnels au Mali. Et ils ont même relancé les émetteurs ondes courtes pour que les gens suivent. Là, très naïvement, j'en suis réduit à me poser la question si, à travers ces ondes, il n'y a pas un dispositif électronique pour abrutir les populations africaines. Parce que la façon dont RFI est en train de supplier, de mettre la pression, de se rouler par terre pour revenir au Mali, une radio qui a le plus grand nombre d'émetteurs FM au monde, ça devient hallucinant et étonnant. Et lorsqu'on suspendait Russia Today, l'ONU n'a jamais fait aucune déclaration. Là, on a droit à 2 déclarations. Le secrétaire général, les services du secrétaire général des Nations Unies, ensuite l'ONU droits de l'homme. Donc l'ONU en est réduit à s'offusquer parce qu'on aurait coupé les signaux d'une radio internationale. Alors là, ces rapports médiatiques entre le Nord et le Sud doivent cesser. Les jours où on aura des vrais médias au Sud, on ne sera plus dépendant de ces médias occidentaux qui, on vient de le constater, la liberté d'expression, c'est vraiment un épouvantail, quoi. C'est vraiment un épouvantail. Liberté d'expression, pour les Africains, ah oui, 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 oui. Il faut qu'ils écoutent tout et n'importe quoi. Mais pour chez eux, non. Alors qu'on m'explique pourquoi on a interrompu les signaux de Russia Today et Sputnik ici en France aussi longtemps que le CSA n'a jamais... Et c'est dans toute l'Union européenne. Et c'est dans toute l'Union européenne. Oui, mais ça, justement, c'est pas normal. C'est encore plus grave. Là, on ne parle pas de la liberté d'expression. Hein. Là, on parle de... Je suis totalement d'accord. Ça, c'est pas normal. Coup de
coup de cœur ou coup de gueule sur l'actualité de ces derniers jours? Mais je voulais juste apporter une petite précision par rapport à l'adhésion donc de la RDC à l'espace d'Afrique East Community. Là, prendre l'exemple, le Maroc, par exemple, avait demandé à un certain moment aussi à adhérer à la CEDEAO. Et beaucoup de gens trouvaient que c'était farfelu, machin, et les autorités marocaines continuent d'ailleurs, hein, et ils ont argumenté leur dossier en disant que ben, le Maroc commerce beaucoup avec cette zone et a un prolongement naturel, enfin. Donc c'est pour dire simplement que des fois la géographie et la politique peuvent ne pas se retrouver, mais on peut toujours un jour reprendre le poil de la bête et qu'il ne faut pas être fataliste pour la RDC. Moi, je pense qu'une RDC forte demain peut redevenir une puissance sous-régionale et en ce moment-là utiliser justement toute sa vocation qui est là au cœur de ce continent et transformer toutes ces zones-là. Mais c'est sûr que ça prendra des hommes forts, des élites aguerries pour s'extraire déjà de tout ce qui se passe dans ces périphéries et qui sont inacceptables. Merci Ibrahima. Patrick Mbeko, coup de cœur, coup de gueule sur l'actualité? Mais moi, c'est un peu moi, c'est la crise ukrainienne que je suis. Mais mon intervention est beaucoup, va être articulée autour de la posture des médias pour compléter Kerwin, mais aussi des universitaires. Parce que je crois que cette crise, pardon, est révélatrice de l'idéologie qui existe aujourd'hui dans les universités. Vous voyez, quand on dit politologue, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je n'aime pas les titres universitaires, parce que parfois ils ne veulent rien dire du tout. J'ai constaté que vous allez voir que la position de la plupart la grande majorité des universitaires occidentaux qu'on appelle experts sur la question des relations internationales sont alignés sur les positions de l'OTAN. Ce sont ces gens qui viennent d'expliquer que c'est la Russie, c'est le méchant, c'est l'agresseur. Peu importe ce qu'on pense de l'action de la Russie, il faut avoir une certaine distance critique par rapport aux situations. On ne sait pas ce qu'on le constate, ni du côté médiatique, encore moins du côté des universitaires. Et cela, de mon point de vue, doit nous emmener, nous, Africains, à faire très attention à ce que nous apprenons dans ces universités. C'est-à-dire que, parce que moi j'ai fait mon université ici, au Canada, j'ai commencé aux États-Unis, mais je suis venu au Canada, et en évoluant dans les sciences politiques, je vois un peu, hein, on voit un peu comment est-ce qu'on est enseigné, on voit toute l'idéologie qui caractérise en fait l'enseignement universitaire, en tout cas au niveau des sciences politiques, particulièrement des relations internationales sur la question. Je crois que l'Ukraine nous donne un très bon enseignement à ce sujet. Et quand on parle justement de la position de l'ONU par rapport à la question de RFI et France 24, ben, c'est quand même important de rappeler aussi que c'est ce même Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exclu la Russie sur pression occidentale. Donc on est dans une configuration, il faut comprendre que le monde est en train de c'est une division du monde, pas seulement sur le plan géopolitique et économique, mais aussi sur le plan idéologique. Et ça, les Africains doivent comprendre ça. Et pour que les Africains puissent tracer leur voie, ils doivent apprendre à réfléchir par eux-mêmes et non à réfléchir par procuration. Parce que ça, c'est le plus grand problème que l'on a aujourd'hui sur le continent, c'est de réfléchir en fonction de ce qu'on nous dit ou de ce qu'on nous apprend, sans avoir nécessairement cette distance critique que nous permet de regarder les choses de manière beaucoup plus froide, sans émotivité, et avec toute la distance que cela nécessite. Et moi, je suis, en tout cas, je veux conclure là, je suis totalement d'accord avec les autorités maliennes. Moi, quand on a suspendu RFI, quand on a suspendu RT Sputnik, j'avais dit, je ne veux pas que les mêmes pays s'agitent quand on va suspendre un média occidental en Afrique. On l'a fait, France 24 et RFI sont des médias de propagande. Puis on nous fournit l'information, mais quand vous suivez la question ukrainienne, vous vous rendez compte à quel point ce sont des médias de propagande. Et il faut garder à l'esprit que les médias sont des outils essentiels de la géopolitique. C'est très important de le savoir. On a tendance à l'ignorer, nous, Africains. Nous voyons simplement des journalistes, nous voyons des médias et tout ça, mais ce sont des éléments essentiels du dispositif sur la scène en géopolitique. Et si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre comment parfois les puissants se positionnent par rapport à comment les médias se positionnent par rapport aux intérêts géopolitiques qui sous-tendent l'action des États auxquels ils appartiennent. Et c'est très important de savoir, en tout cas, surtout quand on est africain.
Il nous reste 3-4 minutes. Vianney, coup de cœur ou coup de gueule sur l'actualité de ces derniers jours? Vianney n'est pas là, je pense qu'il a dit qu'il se retire. Oui, non, actuellement, je suis de retour. Merci. Il est de retour. Oui, je voulais dire que je ne sais pas si je dois parler de coup de cœur ou de coup de gueule. Ce n'est peut-être pas le terme que je vais utiliser aujourd'hui. Mais c'est l'actualité en Guinée qui m'a interpellé, un pays que je connais très bien. En fait, comme vous le savez probablement, la junte au pouvoir a présenté un rapport sur les propositions concernant la durée de la transition. On parle maintenant de 3 ans comme durée de la transition. Alors, les autorités de Conakry, c'était le vendredi dernier, là, 29 avril, c'est un rapport sur les propositions faites par les partis politiques et représentants de la société civile et ordres religieux concernant la durée de la transition militaire. Alors, ce rapport, je dirais, issu des assises nationales, ouvertes il y a plus d'un mois, je pense, 2 mois, si je ne me trompe pas. Donc, la CEDEAO a accordé un délai supplémentaire à la junte au pouvoir depuis 8 mois pour préciser la date des élections. Pour l'instant, on va dire qu'il n'y a toujours pas une information précise, si ce n'est qu'une fourchette de temps assez large. Alors, je suis en train de me poser énormément de questions par rapport à certaines promesses qu'a fait le colonel Doumbouya, qui disait qu'il n'allait pas rester très longtemps avec la transition en Guinée. Là, on est parti pour 3 ans, peut-être 4 ans, parce que le rapport dit de 1 année à 4 ans. Peut-être qu'on va arriver à 4 ans. Et est-ce que Doumbouya va partir après ces 3 ans ou ces 4 ans de transition? C'est une grande question que je me pose en ce moment et je commence à avoir du mal à croire à sa sincérité et pour ne pas finalement faire comme tous les autres qu'on a prédécesseurs de ce colonel ancien légionnaire français. Voilà. C'est pas un coup de cœur, mais c'est juste c'est pas un coup de gueule ni un coup de cœur, mais je me pose énormément de questions maintenant. Là. Je me dis, là où on est en train d'aller, là, c'est vraiment pour rester peut-être un peu plus longtemps et changer la donne à la dernière minute pour rester au pouvoir. Voilà. Merci Vianney. Moi, j'ai un coup de gueule et vraiment, je tiens à le dire là. Je suis tombé sur une vidéo. Ça se passe à Kinshasa. On a un bourgmestre qui s'en prend à un monsieur qui jetait le déchet dans la rue. Et pour lui faire remarquer que son attitude n'était pas correcte, ce bourgmestre qui s'appelle Kadima, d'après ce qu'on m'a dit, c'est le bourgmestre de la commune de Kalamou, s'est mis Jean-Claude Kadima, oui, a ramassé le détritus et les a mis dans la chemise, le pantalon de ce monsieur. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible parce que lui, il a ses mains dans un sachet et il va chercher les détritus et il les met dans la chemise de ce monsieur, dans son pantalon. Il rembourse ses habits de ses détritus en lui disant que ça va lui servir de leçon. Et ce qui m'énerve encore un peu plus, c'est de voir les gens autour regarder sans réagir. Je me dis vraiment que c'est vrai que le bourgmestre était accompagné de ses gardes du corps, mais je pense que si j'étais là ce jour-là, je me serais retrouvé au Niouf, parce que c'est pas possible, on ne peut pas accepter un tel traitement, surtout de la part de quelqu'un qui est supposé servir la communauté, parce que c'est les bourgmestres. Autant le monsieur qui jetait le détritus dans la rue posait un acte répréhensible, autant le gouverneur n'a pas à se comporter comme un voyou, comme un psychopathe. Cette histoire m'a vraiment révolté. Je tenais à le dire et j'espère qu'il y a des gens qui vont m'entendre et qui vont aller le lui dire à ce monsieur. Comment il s'appelle encore? J'ai du mal à retenir même son nom. C'est Kadima. Jean-Claude Kadima, c'est ça. Mais franchement, il est dégueulasse. C'était le collimateur de l'actualité avec Vianney Missoumbi, Kerwin Maïzo, Ibrahima Sidibé, avec la présence très attentive de Daniel Ange. Merci de votre participation. Merci monsieur, merci madame. On se retrouve dans 2 semaines pour analyser l'actualité.